L'amour. Déjà, qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que c'est de l'ordre d'une construction? Peut-être qu'on peut aussi évoquer le sentiment amoureux et tout ce qui touche aux émotions. Et d'ailleurs, est-ce que l'amour n'est qu'une émotion? Alors l'amour, c'est plus qu'une émotion. Oui, évidemment, dans l'amour, il y a de l'émotion, il y a de la joie, mais pas que. Des fois, il y a de la tristesse, des fois, il y a de la colère, ça dépend de la relation. Mais ce qui est important, c'est que l'amour, en fait, est une construction. Ça veut dire qu'il y a de l'émotion, mais il y a autre chose. Il y a du vécu, il y a notre histoire qui va faire qu'on va finalement projeter dans le sentiment amoureux une partie de nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que l'amour fait partie de ce qu'on appelle nos valeurs. Une valeur, c'est une force qui est à l'intérieur de nous, qui va nous accompagner toute notre vie et qui va guider nos décisions et nos actes. Une chose importante avec l'amour, c'est que comme ça fait partie d'une valeur, l'amour ne dépend pas de la personne que l'on aime. On peut sentir l'amour, quelle que soit la personne qui est en face. Il n'y a pas besoin d'un objet amoureux pour sentir l'amour. C'est quelque chose d'indépendant qu'on va pouvoir retravailler dans différentes relations, je pense qu'on va en parler ensemble, qu'on va pouvoir investir sous différentes formes en fonction des gens qui sont en face de nous. Donc on est vraiment dans l'ordre de la projection. Est-ce qu'on projette nos peurs? Est-ce qu'on projette nos désirs aussi? Enfin, qu'est-ce qu'on projette? Et est-ce que c'est possible de ne pas projeter de l'amour finalement et d'avoir un amour qui existe sans projection? Les deux existent. Alors il y a le sentiment intime de l'amour, de se sentir aimé, de ce sentiment quasiment de chaleur par exemple dans le corps, de palpitation au niveau organique qui est là. Mais ce sentiment amoureux finalement va se développer en fonction de ce qu'on appelle nos schémas cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma cognitif? C'est notre façon de voir le monde, c'est notre filtre qui nous permet d'interpréter le monde. Et ces filtres sont très très dépendants en fait de notre construction mentale, en fonction de l'amour qu'on a reçu dans notre jeunesse, par exemple par nos parents, par nos amis, en fonction des événements de vie qu'on a traversés, en fonction de notre culture. On ne va pas projeter les mêmes schémas amoureux sur les autres. On aura peut-être des attentes différentes. Ça veut dire qu'on va avoir des besoins différents qui vont s'exprimer, comme par exemple le besoin de sécurité, le besoin de se sentir aimé en retour, ou encore le besoin de s'affirmer à travers l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est très très personnel. En tout cas, il faut garder en tête que même si ces schémas sont assez structurants, ça veut dire qu'on va les avoir tout au long de notre vie, ils ne sont pas tout à fait figés. On peut toujours faire une rencontre incroyable dans notre vie qui fait que... Ça peut évoluer. Ils vont évoluer, nos schémas vont évoluer, on va peut-être avoir de nouvelles attentes, de nouveaux besoins qui vont pouvoir s'exprimer à travers le sentiment amoureux. Et alors, est-ce qu'il y a une histoire aussi de temporalité? Par exemple, est-ce qu'une personne A, je vais la rencontrer à un moment de ma vie où je ne suis pas prête, par exemple, et à un autre moment, est-ce que en fait, l'amour peut être totalement différent du coup? Il le sera, pas dans sa nature intime, comme on en a parlé, mais en fonction des besoins et des attentes qu'on projette sur l'autre. Effectivement, je pense qu'il y a certaines rencontres qui doivent se faire à certains moments de la vie. Si on les fait trop tôt ou trop tard, finalement, cette rencontre ne se fait pas. Non pas parce que l'autre n'est pas la bonne personne, mais simplement parce qu'on n'est pas dans le contexte psychologique qui nous permet de percevoir cette rencontre. C'est ça qui fait la beauté du couple, finalement, ces deux êtres qui vont se rencontrer au bon moment et projeter leurs propres schémas qui vont à un moment se faire écho pour construire une troisième façon d'être, la façon d'être du couple. Et alors ça me fait penser, j'ai une question qui arrive évidemment, c'est par rapport aux ex, puisque du coup on arrive dans une autre configuration, c'est une personne qu'on a aimée, on s'est séparés. Est-ce que finalement du coup il y a quelque chose à aller chercher du côté du passé ou pas? Alors ça c'est intéressant les ex, parce qu'il y a deux choses. Soit on est en rupture, on se dit j'ai évolué, il a évolué, on passe le cap et je passe à une autre relation, ça peut arriver pour certains. Ou alors on va être dans une sorte de quête d'absolu, on va sans arrêt utiliser les mêmes schémas. Ça veut dire, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais souvent on a tendance à chercher les mêmes partenaires, avec les mêmes traits. On en a peut-être même déjà souffert, mais on se dit, finalement, je me retrouve toujours avec le même type d'homme ou le même type de femme. C'est ce qu'on appelle notre genre, en fait. On dit souvent, c'est mon genre. C'est ça, c'est notre genre, mais c'est pas forcément le genre qui correspond vraiment à nos besoins. C'est pour ça qu'on est sans arrêt en situation de souffrance, parce que finalement, je pense que c'est une mauvaise détermination de nos besoins de base. On va projeter quelque chose dans l'amour qui ne correspond pas à ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on appelle le vrai self. Quels sont vraiment mes besoins fondamentaux? On va projeter plutôt peut-être des attentes sociétales, des attentes personnelles, des désirs, mais qui ne correspondent pas à qui on est vraiment.
Et la difficulté de ça, c'est qu'on a tendance finalement à s'enfermer sans arrêt dans les mêmes réflexes, dans les mêmes comportements, qui fait que à chaque fois, il y aura une rupture à peu près pour les mêmes raisons, parce qu'on est sans arrêt en train de rejouer finalement le même couple, mais avec un partenaire différent. Donc ça va être important de s'en apercevoir pour travailler sur nos propres schémas, nos propres besoins. Donc des fois, il faut passer par l'apport d'un thérapeute, d'un psychothérapeute pour nous accompagner, pour la prise de conscience et changer quelque chose dans nos attentes qui fait qu'on va être ouvert à de nouvelles opportunités et à une nouvelle forme de couple. Donc si je résume, ce qui est important à partir de cet état de fait, c'est de se dire « Ok, j'ai des envies, mais de quoi j'ai besoin ?» Oui, tout à fait. Il faut toujours revenir finalement à soi. C'est pas égoïste, attention. Revenir à soi, c'est respecter quels sont mes besoins fondamentaux. Quand on respecte ses besoins, quand on écoute ses émotions qui vont nous guider aussi dans ça, on va se rapprocher de ce qu'on a parlé tout à l'heure, de nos valeurs. Une valeur, c'est les moteurs de ma vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Si on arrive vraiment à se poser cette question, on va éviter de se mettre en couple avec quelqu'un qui va nous faire souffrir, non pas parce qu'il est méchant ou parce qu'il nous veut du mal, mais parce que ses valeurs sont différentes, ses besoins sont différents. On va pouvoir cibler vraiment à tenter ce qui va être la relation parfaite à ce moment-là pour nous. Eh bien écoute, on va enchaîner sur la construction et les saisons du couple. Alors comment on construit une relation de couple? Par quoi on commence? Sur quoi on se base? Et en réalité, est-ce qu'on peut construire cette relation d'une certaine manière si on veut qu'elle dure dans le temps? Et même, est-ce qu'il n'y a pas une question de valeur aussi? Bref, comment on fait pour se sentir bien dans sa relation de couple? Alors on est vraiment dans le couple, dans quelque chose qui est très dynamique. Ça veut dire qu'on s'est rencontrés dans une certaine modalité. Peut-être, je sais pas, on était jeunes, on n'avait pas d'enfants, on avait certains buts communs, des objectifs communs qui fait que le couple s'est monté à ce moment-là. On ne va jamais rester figé dans une position, ça veut dire les deux membres du couple vont vieillir, peut-être que les besoins vont changer, les projections aussi vont changer. Et c'est là où toute la construction du couple va se mettre en place. Ça veut dire qu'un couple qui dure, c'est pas un couple qui reste figé, c'est un couple qui évolue ensemble, qui va rester toujours dans une forme d'écoute de l'autre et d'adaptation entre ses besoins et les besoins de l'autre. Lorsqu'on arrive à faire ça, on arrive dans ce que j'appelle moi les saisons du couple. Ça veut dire que les saisons vont passer. Si on compare par exemple la rencontre à l'été, peut-être qu'à un moment on va passer un automne, un moment un peu plus mélancolique où on va traverser des premières difficultés ensemble, peut-être même se reconstruire encore plus fortement ensemble. C'est-à-dire que les difficultés, si on arrive à les dépasser en couple, c'est quelque chose qui est plutôt renforçateur parce qu'on va découvrir des valeurs, des ressources chez l'autre peut-être qu'on ignorait. Puis vient l'hiver, des moments plus difficiles, mais après l'hiver, on va pouvoir se projeter dans le printemps, dans une sorte de renouveau. Et ce renouveau n'a pas d'âge. Ça veut dire que le couple peut se réinventer à n'importe quel moment de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On peut être à 50 ans, 60 ans et avoir un renouveau de notre couple, même si ça fait 20, 30 ans qu'on est ensemble. Tout simplement parce que notre modalité va changer. Peut-être que les enfants vont être partis de la maison. On va retrouver du temps ensemble et ce temps, au lieu de rester seul, on va le réinvestir à deux. Et on va de nouveau réinvestir une nouvelle forme de couple qui fera sens pour nous, l'objectif étant la croissance des deux membres. Que ce couple finalement soit un facteur d'épanouissement pour les deux personnes. C'est là où on va voir si en fait le couple est bon pour nous et comment le faire évoluer. Et alors, tu parles des saisons du couple. Il y a l'auteur et thérapeute Gary Chapman qui a publié notamment le best-seller Les langages de l'amour, qui a également fait un livre sur les saisons du mariage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend donc cette histoire de saisonnalité avec la possibilité d'évolution. Alors, comment on fait tu en parlais justement, pour éviter de se retrouver trop souvent dans un hiver polaire au sein de son couple. Et est-ce que peut-être même le fait de traverser ces différentes saisons, c'est pas nécessaire quelque part pour faire évoluer son couple vers autre chose et peut-être vers plus d'épanouissement, comme tu le soulignais? Ouais, il y a vraiment la notion de cycle en fait dans le couple. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où on a besoin de se retrouver, de mettre une certaine routine, de se retrouver avec des choses assez réconfortantes. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Ça peut être regarder la télé ensemble, choisir le programme télé. Ça peut être se retrouver quelques fois dans la semaine en un repas à deux où on peut partager simplement notre journée. Ou pourquoi pas des petites escapades le week-end. Il n'y a pas besoin que ça soit très exotique en fait. Il faut juste trouver des temps où on puisse investir l'autre, écouter ses besoins. Donc ça, c'est un des premiers temps.
Mais la difficulté, c'est que si cette routine s'installe dans quelque chose qui est trop long, ça manque un peu de nouveauté. Donc c'est là où on change de saison. Il va falloir peut-être remettre un peu de nouveau, de redécouverte, aller chercher d'autres aspects de la personne qu'on aime, qu'on a peut-être oublié ou à laquelle on est passé à côté. Donc des fois, mettre un peu de surprise, de mettre un peu d'imprévu, redécouvrir l'autre, c'est quelque chose qui peut être assez stimulant, une sorte de nouveau printemps où de nouvelles fleurs vont pouvoir réémerger à travers ce couple. Et on est vraiment dans une saisonnalité où ces cycles, en fait, vont se suivre l'un l'autre. Si on arrive à suivre le rythme à la fois de la routine et du renouveau, finalement, le couple va traverser toutes les époques en trouvant en même temps une stabilité sans avoir le méfait de l'ennui, parce qu'il va pouvoir à chaque fois continuer son évolution. Donc il va trouver son équilibre. Et alors, est-ce que c'est pas intéressant, dans ce cas-là, de prendre un peu la température du couple assez régulièrement, de se dire, on est en quelle saison là en fait? Oui, ça c'est quelque chose qui est assez important, c'est avoir un certain recul vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du couple en général. Quand je dis un recul vis-à-vis de nous-mêmes, ça veut dire si on sent un moment qu'il y a des émotions un peu trop fortes, un peu peut-être négatives, de l'agacement, de la colère, de la tristesse dans certains événements qui se passent dans le couple, au lieu de rester avec cette rancœur et rester avec cette émotion et ne pas en parler parce qu'on a peur par exemple de blesser l'autre, c'est vraiment important d'y mettre des mots. Des mots dans le respect de l'autre, évidemment, de poser les choses, mais de réfléchir aussi avec soi-même de qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que je passe à côté d'une valeur, d'un besoin qui est important pour moi. Et le simple fait de réfléchir, peut-être même de réfléchir à deux, on va sortir finalement de cette impasse sans passer par une phase de conflit ou de méchanceté vis-à-vis de l'autre, parce qu'on va être dans une forme de transformation. Donc ce recul vis-à-vis de soi est très important. Le dialogue est très important. Ça veut dire que dans le couple, il y aura évidemment des non-dits, mais on ne peut pas faire un couple avec que des non-dits. Ça veut dire qu'il faut quand même un espace commun d'expression où l'autre se sente assez à l'aise pour pouvoir exprimer vraiment ses besoins. Donc, essayez de ne pas, c'est pas facile, essayez par exemple de ne pas être dans le jugement. Si l'autre personne vient nous dire quelque chose sur nous-mêmes, ne pas le prendre frontalement comme une attaque. Le prendre plutôt comme une demande de changement ou un besoin de sa part. Et ça demande vraiment, je pense, de la maturité dans le couple. D'avoir un recul qui permet finalement de ne pas coller à ce que dit l'autre, mais à le prendre en compte, accepter ou pas l'accepter d'ailleurs, on est libre, mais ne pas être dans le jugement des actes de l'autre directement, être plutôt dans la négociation et la discussion. Donc être assez ouvert pour pouvoir entendre ce qu'on nous dit, ne pas le prendre comme un reproche qui va nous être fait directement sur notre valeur, mais le mettre à distance en se disant ça va me permettre de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et d'améliorer les choses entre nous. Donc il y a peut-être aussi un biais par la communication. Je pense à la communication non violente, ou peut-être ça peut être un outil pour le couple. Tout à fait. De toute façon, il faut garder en tête que les conflits ouverts ne sont jamais bons. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dis à mes patients, ça laisse toujours des cicatrices. Des paroles qui sont lancées comme ça sur le coup de l'émotion, des petites méchancetés qu'on peut se dire, on peut les relativiser, se dire oui, j'étais pas dans mon état normal, tu m'as énervé ce jour-là, j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée. Sauf que ça reste gravé dans la mémoire. C'est des petites phrases qui vont devenir parfois des phrases automatiques, voire même des ruminations chez l'autre, qui vont laisser des séquelles. Et le risque, c'est qu'à la prochaine fois où il y aura un contenu émotionnel un peu fort, que ces fameuses phrases, elles reviennent, et qu'elles reviennent en boucle, et que finalement, ça fasse travailler de façon négative le couple. D'où l'importance d'exprimer les émotions sans être dans la surenchère. Et l'importance aussi d'exprimer assez rapidement l'émotion, que ça ne se transforme pas en rancœur. Pas les garder à l'intérieur. Ne pas les garder en soi, les exprimer dès le début pour aller travailler ensemble. Et c'est en faisant ça, en posant pour moi vraiment le discours, qu'on va éviter les gros conflits et qu'on va éviter ces cicatrices émotionnelles. Et est-ce que la thérapie de couple, elle peut ne pas intervenir trop tard justement et de se dire, parce que souvent on a tendance à se dire,
on va en thérapie de couple quand ça ne Ouais. va pas du tout. Ouais. Est-ce que c'est pas intéressant de se dire Mm. en amont, bah là je sens qu'on a un hiver polaire qui s'installe un peu, Ouais. j'aimerais pas que ça reste trop longtemps, viens on va parler parce qu'on n'arrive pas à se parler ensemble. Alors, un bon indice, si on commence à parler à thérapie de couple pour savoir à quel moment il faut passer le cap, d'avoir à aller voir un psychothérapeute, c'est lorsqu'il y a trop de silence. C'est-à-dire, n'attendez pas la rupture et la dispute. À partir du moment où vos besoins, vous ne pouvez pas les exprimer ou que la personne en face ne peut pas exprimer ses besoins, il faut y aller. Il va falloir passer à la thérapie de couple parce que le thérapeute va être là justement pour remettre du discours, remettre du dialogue et pouvoir aider en tout cas à exprimer ce qui ne va pas. Donc évidemment, plus on le fait assez rapidement, plus on va éviter d'envenimer la situation et on va éviter de mettre en place des mauvais réflexes, des schémas cognitifs qui seraient assez négatifs au niveau du couple. Donc, premier signe, ça veut dire fin de la discussion où vous sentez que plus rien ne passe ensemble au niveau de la discussion, il faut aller consulter à ce moment-là. C'est comme pour la santé, on n'attend pas d'être super malade pour aller en curatif, il vaut mieux être sur du préventif. Tout à fait. Plus on va aller vite, peut-être qu'une seule séance va permettre de dénouer les choses et de reposer. La difficulté, vraiment, c'est l'antériorité. Ça veut dire si on laisse trop traîner, notre cerveau, il enregistre, alors ça c'est quelque chose d'assez étonnant, le cerveau enregistre beaucoup plus facilement les émotions négatives, les événements négatifs que positifs. C'est le biais de négativité. C'est le biais de négativité, on l'a tous. Tout simplement parce que les structures qui gèrent les émotions fortes, qu'on appelle l'amygdale au niveau du cerveau, est juste à côté de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone qui permet d'enregistrer les informations. Donc plus on va activer l'amygdale, plus l'hippocampe va s'activer aussi. Donc on va se souvenir beaucoup plus facilement des phrases méchantes que des phrases gentilles. D'où l'intérêt de dire beaucoup de phrases gentilles et peu de phrases méchantes. N'hésitez pas à dire des phrases gentilles, soyez sympa. Et surtout, on s'auto-alimente dans le couple finalement. Parce que plus on va être sympa avec l'autre, plus l'autre va être sympa. Plus on est dans l'agressivité, plus évidemment en face, ça va être compliqué. Alors c'est facile à dire évidemment. Mais c'est important, je le rappelle à tous mes patients, dites-vous au moins une fois par jour « je t'aime ». C'est une petite phrase qui est des fois difficile au début, mais c'est important. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on entend le mot « je t'aime » dans notre cerveau, on a une libération de dopamine, de sérotonine. Ça fait du bien. Et on a beau le répéter, le niveau de dopamine ne diminue pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous offrez un « je t'aime » à quelqu'un que vous aimez, vous lui faites le cadeau d'un petit shoot de bonheur. Donc il ne faut pas s'en priver. Si vous arrivez à ponctuer toute votre journée par au moins un « je t'aime », vous allez vous sentir beaucoup mieux et la parole va vraiment se libérer. Une bonne prescription de bonheur, là, moi je prends. Maintenant qu'on est au sein du couple, comment on fait durer son couple ? Comment, quand on est en couple, qu'on a exprimé à l'autre ses besoins, ses envies, ses limites, qu'on est dans une relation saine, parce qu'on a réussi à la mettre en place ensemble, comment est-ce qu'on fait pour que ça dure ? Il faut vraiment l'alternance entre la routine et la nouveauté. Pas que des nouveautés, parce que ça peut être stressant d'être dans quelque chose d'assez instable. Donc c'est pour ça que la routine est importante quand même pour mettre en place des habitudes, une façon d'être finalement où on est à deux de façon différente que si on était chacun de son côté. Trouver son équilibre en fait. Trouver ses rituels. Ça veut dire que le couple va vraiment être fondé non pas sur des pensées ou des désirs, mais sur des actions communes, un vivre ensemble commun, sur des paroles communes qu'on va s'échanger. C'est quelque chose qui est très important. Pour moi, c'est vraiment l'essence d'un couple qui dure. C'est un couple qui a trouvé ses rituels. Même si c'est bizarre de l'extérieur, peu importe. Du moment que ça fait sens pour les deux membres, c'est important. Ça peut être quoi comme rituel, par exemple, de manière concrète ça peut être, je sais pas, on va aller manger à la pizzeria une fois par semaine tous les deux. Des choses simples. Ça peut être, on va prévoir... je sais pas, une sortie à tel endroit ou à tel endroit. Des petits rituels, par exemple, au moment des anniversaires ou au niveau des fêtes où on va s'échanger, je sais pas, une petite carte d'amour ou un petit poème. Des choses toutes simples. Il n'y a pas besoin que ça soit compliqué ou matériel. Ce qui est important, c'est que ça soit partagé et qu'il y ait une sincérité. Ça veut dire que ces moments soient vraiment des moments investis. Donc ça, c'est vraiment l'essence. Et on va ponctuer en plus des petites surprises, des petites nouveautés qui vont réalimenter finalement le désir de redécouvrir l'autre, le désir de se faire surprendre par l'autre qui nous montre que finalement, même si ça fait des années qu'on est ensemble, on n'a pas tout découvert. Il y a encore des choses qu'on va pouvoir aller explorer ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de zone de confort, de réconfort quelque part dans ce que tu amènes ? Qui est très importante parce que le couple va commencer à durer quand cette petite zone de réconfort est là. Il ne faut pas oublier que le couple se fait autour
du foyer. C'est quelque chose qui est ancré biologiquement, génétiquement dans l'être humain. L'être humain n'est pas fait pour être seul. L'être humain est fait pour être en famille et pour être aimé. C'est l'essence de l'être humain, mais pas que de l'être humain. Beaucoup d'animaux, notamment les singes, par exemple, on a fait beaucoup d'études cliniques dessus. On sait, par exemple, que les bébés singes, si on leur donne le choix entre être avec leur maman et faire un câlin ou l'accès à la nourriture, ils choisiront toujours le câlin. D'accord. On est pareil. Ça veut dire qu'on est comme ça avec nos enfants, quand on est enfant avec nos parents, mais on retrouve ce système-là ensuite dans le couple. Le besoin d'être avec l'autre, c'est un besoin qui est vital. On ne peut pas se construire seul. On construit le couple de façon différente, mais on a besoin du fait de se sentir aimé. Donc le rituel est important pour construire cette solidité, construire une forme de foyer. Et la routine n'est pas mauvaise. C'est quelque chose qui est extrêmement rassurant, qui est un peu notre petit cocon. C'est notre zone où on peut sortir de notre hypervigilance pour se sentir vraiment à l'aise. Activer le système qu'on appelle parasympathique, qui est le système de la détente. Quand on arrive à faire ça dans le couple, déjà il y a une partie du couple qui est gagnée. Mais on met quand même un peu de surprise. On met quand même quelques nouveautés pour activer le désir, pour activer le fait de vouloir redécouvrir l'autre. Donc c'est vraiment un juste équilibre à trouver entre les deux. Et alors, au-delà même du cadre du couple, c'est qu'en fait, on a besoin des autres pour se sentir bien. Et j'ai envie d'aller un petit peu vers l'honnêteté qu'on peut avoir envers soi et parfois envers les autres. Mais est-ce que dans le cadre d'un couple, c'est bon de tout se dire? Est-ce que l'honnêteté peut aider à faire durer son couple ou au contraire, parfois, on en dit trop? Alors, l'honnêteté, ça fait partie, comme l'amour, des valeurs. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a en soi qui est une sorte de moteur de vie. Et ça dépend des couples. Ça veut dire que dans certains couples, l'honnêteté va être quelque chose qui va être fondamental. Ça va être fédérateur autour de leur couple parce que leur base, c'est tout se dire, par exemple. Ne pas avoir de secret pour l'autre. Être assez fusionnel. Donc dans ces couples-là, ça va les renforcer. Pour d'autres couples, l'honnêteté ne sera pas forcément une valeur commune. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas se construire sur d'autres valeurs. La découverte de la nouveauté. On peut avoir plein de valeurs différentes qui mènent le couple. Ce qui est important, c'est d'avoir, je pense, un certain recul sur notre couple et de savoir qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui l'est pas. Si l'honnêteté est fondamentale, je vais devoir dire ce que je pense. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça risque d'être blessant pour l'autre. Peut-être que certaines remarques, certaines opinions que j'ai vont laisser l'autre qu'apporter quelque chose dans le couple. Donc dans ce cas-là, on va peut-être garder plus de zones d'ombre ou de zones de secret. C'est quelque chose où je pense qu'il faut surtout être en accord avec l'autre pour construire ça et en discuter et savoir quel est notre niveau d'honnêteté qu'on attend chacun dans le couple. Alors on va parler d'attachement, parce que c'est une notion qui revient quand même, qui est fondamentale dans l'histoire de la relation à l'autre, à soi. Est-ce qu'on peut revenir sur peut-être l'origine de l'attachement, expliquer très succinctement en fait les différentes formes d'attachement possibles dans le couple, alors sans rentrer dans les détails parce que c'est très très vaste comme sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans un type d'attachement ou un autre peut-être? Est-ce que c'est lié à notre enfance et surtout est-ce que ça peut évoluer aussi dans le temps? L'attachement, en fait, on remet en jeu à l'âge adulte un attachement qu'on a vécu à l'enfance. L'attachement, c'est quelque chose qui est très très précoce. Ça veut dire que le premier attachement, c'est celui du bébé pour sa maman. Donc ça se joue dès les premiers mois. Un attachement qu'on appelle sécure, ça veut dire un attachement où on se sent en sécurité avec les autres, se développe lorsque la maman donne les soins nécessaires au nourrisson. Lorsqu'elle répond, lorsque le bébé pleure, lorsqu'elle lui donne à manger, lorsqu'elle fait des câlins quand il a besoin de câlins. Le juste attachement en fait va se développer, le bébé va vraiment intérioriser ce sentiment d'attachement qui va lui permettre quand il va commencer à grandir, à avoir quelques mois puis quelques années, de pouvoir se détacher de façon sécurisée de ses parents. Ça veut dire qu'un attachement sécurisé, c'est un attachement où on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent un individu protégé mais qui est curieux, qui a envie d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. C'est le meilleur attachement. Si on arrive à avoir cet attachement-là dans l'enfance, probablement on va continuer à l'avoir dans le couple. Un attachement sécure dans le couple, c'est j'aime l'autre personne, je l'investis, mais je me sens à l'aise pour ne pas toujours être avec elle, pour aller faire aussi des activités qui sont importantes pour moi. Et quand on se retrouve, on est heureux de se retrouver. Donc on est dans un attachement qui fait qu'en fait on se sent tellement en sécurité qu'on peut explorer le monde, alors que si on est dans un attachement insécure, oui. Là on va avoir plus de mal puisqu'on va, on va se concentrer sur ça déjà. Donc la difficulté, l'attachement insécure, également ça vient de l'enfance. Si on a souffert de soins maternels qui n'étaient pas assez présents, et là si notre maman a souffert par exemple de dépression,
n'était pas bien au moment des premiers mois, la figure d'attachement, finalement, va faire qu'on va être dans une sorte de quête de soins, de demande d'être prise en charge, qui peut s'inscrire de façon durable dans le temps. C'est des personnes qui vont sans cesse rechercher dans le couple quelque chose qui va les sécuriser de façon personnelle. C'est là où on est à risque, je pense qu'on en parlera, de développer des personnalités, enfin de s'accrocher à des personnalités toxiques, parce que eux le repèrent très bien, cet attachement insécure, parce qu'on va chercher finalement dans l'autre quelque chose un peu de curatif pour nous. Sauf que dès qu'on va s'en détacher un petit peu, ça va être quelque chose d'insupportable. C'est quelque chose qui est très lourd à porter pour l'autre, parce qu'il doit s'occuper de lui-même, mais il doit s'occuper plus que du couple finalement, reprendre un peu la place des parents, une sorte de parentalisation. Ce qui n'est pas très sain dans le couple parce qu'on est dans une sorte de décalage qui se fait et qui rend les choses difficiles, où on est dans un glissement finalement de ce que devrait être le couple. Et alors comment est-ce qu'on fait pour justement, quand on se rend compte qu'on est dans cet attachement-là, qui n'est pas bon pour nous et pour l'autre, en tout cas qui pourrait être mieux pour nous, comment est-ce qu'on fait évoluer cette forme d'attachement-là? Est-ce qu'on peut? Alors, ce n'est pas une fatalité, les troubles de l'attachement, il faut le savoir. Même parce pourquoi on le sait? Parce qu'on sait que certains enfants ont souffert de troubles de l'attachement importants, de carences familiales très importantes, et pourtant ils ont réussi à développer en eux des ressources suffisantes pour se sentir assez stables et assez sécurisés. Ça peut être le cas, par exemple, le fait de s'entourer d'amis, de gens qui nous veulent du bien. Ça peut vraiment travailler l'attachement. Ça peut être l'investissement de certains domaines de la vie qui vont combler ces troubles de l'attachement. Comme quoi, par exemple? Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup investi la lecture. Ils ont trouvé finalement dans les romans des sortes d'icônes, d'images parentales qui les ont rassurés, qui les ont réconfortés. Ça peut être l'investissement, par exemple, de certains sports, où un esprit d'équipe est là et va nous renforcer. Rien n'est une fatalité. Ça veut dire que la vie nous met à chaque fois la possibilité d'être mieux, une meilleure version de nous-mêmes. Il faut juste être ouvert à ça et être un peu proactif. Évidemment, l'accès à une thérapie. Si on voit qu'on est en souffrance avec l'attachement, que c'est trop difficile tout seul, c'est le moment aussi d'aller voir un psychologue qui va nous accompagner, qui ne va pas nous dire quoi faire, mais qui va nous encourager, nous donner une aide, un soutien moral pour justement apprendre à se réattacher aux gens, à refaire confiance aux gens. Là, le premier pas, c'est d'avoir conscience finalement de sa souffrance. Je pense que lorsqu'on a conscience qu'on souffre, on est déjà dans un premier pas de la guérison. Parce qu'on va mettre en place des stratégies, on va mettre en place des comportements qui font qu'on va travailler petit à petit cette estime de soi, cette confiance en nous-mêmes qui va pouvoir aboutir enfin à un attachement sécure dans un couple. Donc on a un travail également sur l'estime de soi, la confiance en soi. Tu le disais tout à l'heure, les personnes qui peuvent être toxiques pour nous se nourrissent en quelque sorte de ces failles-là. Et effectivement, si on a un attachement qui est insécure et qu'on ne se sent pas bien soi-même, qu'on a peu d'estime de soi, ça peut être une porte ouverte pour ce type de personnes et donc ce type de relation. Comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'on est dans une relation qui peut être toxique pour nous et comment est-ce qu'on peut en sortir finalement, une fois qu'on est pris dedans? Pour moi, la base, la question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que ma relation me fait souffrir ou pas? Si la réponse est oui, c'est que la relation n'est pas saine. Parce que l'amour ne fait pas forcément souffrir. L'amour ne fait pas souffrir. L'amour ne fait pas souffrir. On peut avoir de la tristesse, on peut avoir de la colère, c'est pas la question. Mais on ne doit pas en souffrir. La douleur est différente de la souffrance. Si on est dans un phénomène de souffrance, c'est qu'il faut changer quelque chose. C'est que c'est un indice sur lequel cette relation, en tout cas cette relation telle qu'elle est actuellement, ne me convient pas. Des fois, c'est des petits réajustements, c'est pas forcément une rupture. Peut-être on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va réadapter nos besoins, nos demandes, on va en discuter, ça va passer. Dans certains cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas notamment lorsqu'on subit le tempérament des personnalités qu'on appelle toxiques. On sait que certains troubles de personnalité vont s'installer assez jeunes dans la vie. Ce sont des personnalités narcissiques, des personnalités finalement qui souvent ont des carences d'estime d'elles-mêmes, qui ont souvent elles-mêmes subi des mauvais soins dans l'enfance, vont développer leur estime de soi en faisant souffrir les autres. Par exemple, c'est le cas des pervers narcissiques ou des personnalités qui ont tendance à harceler les autres.
Ça veut dire que pour avoir une sorte d'homogénéité dans leur personnalité, d'avoir un sentiment d'être soi, ils vont avoir besoin de produire sans arrêt de l'émotion négative chez les autres. Ces personnalités, lorsqu'elles sont en couple, leur premier objet d'utilisation en fait, du couple, ça va être finalement de manipuler l'autre pour se renarcissiser personnellement. Attention à ces relations-là si on en est victime. C'est vampirisant. C'est vampirisant. Et il y a souvent à ce moment-là un syndrome qu'on appelle le syndrome du sauveur, du côté de la victime, qui va trouver toutes les excuses finalement à la personne qui est néfaste pour elle. Pourquoi attention? Parce qu'en fait, on est dans un jeu toxique. D'un côté, on a une personnalité toxique qui va sans arrêt faire vivre toutes les émotions à l'autre pour s'en nourrir et pour se renarcissiser, quitte à humilier l'autre. Et de l'autre côté, on a une victime qui va se dire « je vais le faire guérir, je vais le transformer en quelqu'un de meilleur et de bon pour moi ». Il n'y arrivera jamais. Pourquoi il n'y arrivera jamais? Parce que la personne toxique ne peut pas vivre sans une relation toxique. Elle se nourrit de ça. Si la victime s'éloigne, elle va tout faire pour la ramener parce qu'elle ne peut pas vivre toute seule. Donc on est dans une sorte de jeu de je pars pas qui finalement nous met extrêmement en souffrance. D'où l'intérêt, lorsqu'on repère ce type de mécanisme, de sortir absolument de cette relation. Et alors justement, comment on fait? Parce que tu parlais d'humiliation, par exemple. En fait, les personnes qui sont enfermées dans cette relation, en plus d'avoir l'impression qu'elle peut sauver l'autre, sans doute qu'il y a aussi quelque chose comme le phénomène d'emprise et se dire qu'on a une faible estime de soi, sans doute. C'est pour ça qu'on atterrit un peu dans ce genre de relation. Et du coup, ça vient nourrir aussi la faible estime de soi qu'on a et on se dit peut-être que je le mérite. Alors, comment est-ce qu'on arrive à s'en rendre compte et comment on peut en sortir quand on est déjà bien dedans? Alors, lorsqu'on est bien dedans, le plus important pour moi, c'est les personnes extérieures qui nous aiment. S'appuyer sur des amis, sur des collègues, sur de la famille qui est bienveillante pour nous. C'est pas tout le temps facile parce que la personnalité toxique, l'autre a tendance à isoler sa victime parce qu'il le sait, c'est dangereux les autres. Donc il faut réussir à se raccrocher. Et des fois, c'est des rencontres même d'inconnus qui vont dire mais cette situation-là, tu n'as pas le droit de la tolérer. Elle n'est pas OK. Elle n'est pas OK. Tu n'as pas le droit de souffrir de ta relation. Qui permet d'avoir une sorte de vision, de dire bah oui, tu as raison, j'ai le droit d'être heureux dans ma vie. Je n'ai pas à souffrir. Je n'ai pas à souffrir d'une relation. Une relation, ça se change. Donc ça passe par un déclic finalement? Ça passe souvent par un déclic, par une personne qui arrive au bon moment où le déclic arrive. Donc déjà, le déclic, c'est important quand on commence à l'avoir parce qu'une fois qu'on est dans le déclic, on va être tenté pour sortir. C'est vraiment le moment où, pour moi, il faut aller consulter. Si vous êtes vraiment enfermé dans une relation qui est très destructrice, où il y a beaucoup d'emprise, c'est difficile d'en sortir seul parce qu'il y a des mécanismes en jeu qui se mettent en place pour vous récupérer. Par exemple, la personne en face va redevenir extrêmement gentille dès que vous commencez à vous éloigner. Évidemment. Pour dire, mais tu vois, je vais changer. Elle fait toutes les promesses du monde. Elle est quasiment l'autre idéal qui fait qu'on va revenir. Et dès qu'on va revenir, elle va retrouver ses comportements initiaux. Ce sera toujours ce jeu-là. La place du thérapeute, comme je l'ai dit, le thérapeute ne va pas vous dire quoi faire. Mais il va vous mettre un miroir en face et vous dire, voyez là la relation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous avez envie d'en sortir ou pas? Et ça va servir de support. Et évidemment, heureusement, il y a des gens qui réussissent à en sortir de ces relations-là. Par l'appui d'un thérapeute, par l'appui de la famille, par l'appui des amis, ils arrivent à sortir de cette relation et en faire une sorte de deuil. Après, tout l'enjeu va être de ne pas retomber dans le même genre de relation et d'où l'importance ensuite du travail sur soi, de comprendre ces mécanismes et de revenir sur l'essence de qu'est-ce qui est important pour moi. Quel est le chemin de vie que j'ai envie de prendre? Comprendre pour ne pas répéter les mêmes schémas. Oui. Et alors, tant qu'on est dans la compréhension, on va sortir un peu de ce spectre des relations toxiques pour aller sur les langages de l'amour. On va aller sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Les langages de l'amour, c'est une formule qu'on retrouve dans le livre de Gary Chapman du même nom et qui nous dit en gros que chacun d'entre nous exprime son amour et comprend les preuves d'amour d'après un langage qui lui est propre. Alors lui, il en liste quelques-uns. Il y a par exemple des petits services quotidiens, des paroles valorisantes, des cadeaux, le toucher physique ou encore des moments de qualité. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est finalement quand on a un postulat où on peut être deux personnes qui s'aiment dans un couple sans jamais vraiment se comprendre, parce qu'on ne parle pas le même langage. Alors déjà, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que ce serait une histoire de conditionnement en quelque sorte et comment on peut
comprendre son propre langage et apprendre à parler celui de l'autre. Il y a beaucoup de choses dans l'amour, comme dans la relation générale, qui passent par le paralangage. Qu'est-ce que c'est que le paralangage? Le langage, on voit ce que c'est. Je parle, je mets des mots, il y a une compréhension. Mais il faut savoir que ce langage-là verbal ne couvre que 20% de ce qu'on transmet à l'autre. 80%, c'est transmis par le son de notre voix, notre attitude, notre regard, c'est très important le regard, les émotions qu'on va exprimer sur le visage, les gestes, surtout au niveau du couple, les gestes de tendresse qu'on va avoir avec l'autre, les petites attentions, pas forcément les grosses attentions, mais par exemple le fait de servir à table l'autre avant de se servir soi, des petites choses comme ça qui montrent « tu es important pour moi ». Ce paralangage va dire « tu es très important pour moi, tu comptes pour moi, je t'aime ». Ça peut passer, quand on a du mal à le dire par des mots, par une attitude. Et lorsque cette attitude est vraiment portée par une émotion positive, la personne en face le verra. Ça veut dire que c'est universel. Les émotions sont portées par tous les individus de la Terre. Tous les humains ont les mêmes émotions de base et la même façon d'exprimer les émotions, par exemple, sur le visage. Et pour autant, tu le disais, tout le monde le voit et le comprend. Et à la fois, parfois, on peut ne pas se rendre compte que c'est le langage de l'amour de l'autre et passer complètement à côté en se disant « oui, mais il ne me dit pas ça, il ne fait pas ça pour moi, donc ça veut dire qu'il ne m'aime pas ». Alors qu'en fait, le langage de l'amour de la personne, c'est justement ces petites attentions-là, par exemple. Parce que, par exemple, on a sous-estimé l'importance d'un geste. Nous, on le prend pour un geste normal, alors pour l'autre, c'est très très important d'avoir fait ça. Des fois, on ne va pas mettre la bonne importance, la bonne intentionnalité sur les gestes de l'amour de l'autre. D'où l'intérêt, des fois, d'en parler et de dire aussi ses attentes. Au lieu de dire sans arrêt, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, dire moi, j'aimerais ça, ou dire ce petit geste-là, c'est très important pour moi. Le fait que tu reviennes un petit peu plus tôt tel jour, pour être avec moi dans cette situation, c'est important, ça va me marquer. Si on arrive toujours en mettant des jeux et en exprimant ce que pour nous on attend, on est beaucoup moins dans l'agression de l'autre finalement, on n'est pas dans une demande agressive, on est dans quelque chose qui est centré vraiment sur qui on est. J'aimerais ou j'ai besoin de ça, par exemple. Par contre, si la personne n'y répond pas à vos besoins qui sont des vrais besoins, posez-vous la question. Surtout si c'est des choses accessibles, évidemment. Parce qu'il faut vraiment le principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'il ne doit pas non plus y avoir quelqu'un qui sacrifie tout et qui s'adapte complètement aux demandes de l'autre, et l'autre qui, lui, refuse toute adaptation à la personne en face. Il faut vraiment une forme d'équilibre, une forme de réciprocité dans l'amour, dans le langage de l'amour. On n'a pas besoin de se dire l'amour de la même façon, on n'a pas besoin de partager le même paralangage, mais il faut comprendre et connaître celui de l'autre. Et savoir que telle petite attention chez le conjoint, ça veut dire une marque d'amour. Donc ce serait intéressant là de faire l'exercice, si on est en couple, de se dire alors c'est quoi moi mon langage, et puis lui c'est quoi, ou elle c'est quoi, et peut-être que si on n'arrive pas à le trouver naturellement, c'est que peut-être qu'on passe à côté de ces marques d'amour-là, et peut-être demander à la personne, donc tu le disais tout à l'heure, passer par la communication orale, pour essayer de comprendre. Dans ce cas-là, pour mettre des mots. Quand ça passe pas par le paralangage, eh ben, il faut en parler. Et comprendre ce qui est vraiment important pour l'autre. D'où l'importance, à chaque fois dans le couple, de ne pas revenir sur les accusations de l'autre, mais sur mes besoins à moi. Ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'en recentrant à chaque fois, on voit si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Merci beaucoup, Marine. Merci, Amandine.